Bonjour à tous, je m'appelle Naomi, je suis en train de monter une comédie musicale sur le mythe de Hadès et Perséphone. Et d'ailleurs, je suis en pleine campagne crowdfunding, donc si jamais vous voulez participer à ce projet, n'hésitez pas à donner ne serait-ce qu'1 euro ou en tout cas à partager le lien de Ulule que je mettrai dans les commentaires, ça nous aidera énormément. Et je voulais faire cette vidéo pour vous présenter un petit peu comment on monte un projet comme ça, comment on monte une comédie musicale en indépendant. Alors évidemment, je vous parlais de mon expérience à moi, bien sûr, donc je pense pas qu'il y a une expérience universelle, chacun a sa propre expérience. Mais si en tout cas, moi ce que j'ai pu vivre peut vous aider à monter votre projet ou si je peux vous apporter des conseils, je serais ravie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser non plus dans les commentaires. Alors déjà, comment j'en suis venue à faire ce projet ? Moi de base, je suis quand même une artiste assez multitâche. J'aime écrire, j'aime dessiner, j'aime jouer la comédie, j'aime chanter, j'aime faire plein de trucs. Et donc je me suis toujours demandé, ok, mais je fais quoi en fait avec tout ça ? Et j'avais beaucoup tendance à m'éparpiller. Et même dans l'écriture, parce que j'ai toujours su que l'écriture c'est vraiment le truc que j'aime le plus, je pense. Mais pareil, je me disais, mais je fais quoi ? Est-ce que je fais un court-métrage ? Est-ce que je fais une pièce de théâtre ? Est-ce que nanana ? Et le truc, c'est que de base, j'étais quand même plutôt partie sur une série, sur une web-série, parce que je fais des vidéos sur TikTok sur la mythologie grecque, un peu sous format justement de web-série où je joue un peu tous les dieux, quoi. C'était logique que je garde un format vidéo, sachant qu'en plus, moi de base, c'est plutôt le format vidéo qui me parle que le théâtre. Je m'y connais pas trop en théâtre en vrai, à part en comédie musicale. Sauf que l'année dernière, j'ai joué dans une pièce. J'ai trouvé que, en tout cas, que l'idée de monter une troupe, une pièce, machin, me parlait bien. Et donc je suis partie sur plutôt comme ça une petite idée dans ma tête de faire une pièce de théâtre. Mais sauf que je savais que moi le théâtre que j'aime encore une fois c'est la comédie musicale et donc même je voyais quand j'écrivais, quand je réfléchissais, je me disais non mais il faut qu'il y ait des chansons, sauf que je ne sais pas composer de musique, c'est le truc que je ne sais pas faire. Et en fait il se trouvait qu'à ce moment-là je prenais des cours de comédie musicale amateur et que je suis tombée sur Katia qui deviendra plus tard du coup ma partenaire actuelle de business et qui se trouve sait composer de la musique et elle m'a dit grave, moi je sais faire ça, du coup j'ai bien envie, parce qu'elle est très entrepreneuse aussi, donc j'ai bien envie de me lancer dans ce projet et en fait quand elle m'a dit qu'elle savait composer, c'est un peu ça qui m'a donné le coup de pied au cul pour me dire allez c'est bon, tous les signes sont là, écris ta comédie musicale quoi. Pourquoi sur Perséphone et Hadès ? Parce que alors personnellement j'aime beaucoup la mythologie grecque et notamment tout ce qui est en rapport de manière générale avec le royaume des morts, avec l'après-vie, tout ça me parle, alors pas que dans la mythologie, de manière générale j'aime beaucoup tout ce qui est dieu de la mort, la grande faucheuse, les âmes, les machins, voilà, c'est mon côté un peu occulte, je sais pas, j'aime bien ça. Et donc par exemple les scénettes que je fais sur TikTok tournent beaucoup autour du monde des morts, donc avec Hadès, Perséphone, Thanatos, voilà, les dieux du monde des morts, quoi, des enfers. Et donc je savais que je voulais faire quand même une pièce autour de ça. Et à la base, j'aurais voulu partir sur une histoire originale, donc avec Hadès et Perséphone en personnages principaux, mais pas sur un mythe spécialement connu, vraiment inventer une histoire. Et en fait, je me suis dit que mon objectif avec cette pièce, c'était quand même de la vendre. Enfin, en tout cas, de la professionnaliser, de pas rester en indépendante. J'ai envie vraiment d'en faire quelque chose, j'ai envie d'en faire un métier, quoi. Et que tout le monde m'a dit que c'était très compliqué de faire ça quand tu partais sur un projet original. Parce que les gens, ils veulent ce qu'ils connaissent déjà. Les gens te conseillent souvent de soit de réadapter par exemple une pièce ou un livre ou quelque chose comme ça qui existe déjà. Dans ce cas, jamais tu fais une comédie musicale, de faire ça à partir de musique que les gens connaissent déjà, par exemple, genre ce qu'on appelle une comédie musicale jukebox, c'est-à-dire que tu prends des chansons qui existent, tu payes un truc à la SACEM de droit d'auteur pour les exploiter dans ta pièce. Moi, du coup, je suis partie sur les légendes et donc j'ai décidé de prendre le mythe le plus connu qui est raccordé aux enfers et qui n'a pas déjà été traité, Hadès et Perséphone, parce qu'il y a aussi Orphée et Eurydice qui est assez connu, mais il y a déjà Hadestown qui le fait, et personnellement j'aime pas trop ce mythe, en plus je suis pas très fan de l'histoire de Orphée et Eurydice. Donc j'étais allée, ok, vas-y on part sur Hadès et Perséphone, sachant que c'est quand même aussi un couple qui vend assez bien, enfin que les gens aiment bien. Donc je suis partie là-dessus, mais en prenant le parti pris donc de vraiment réinventer le mythe, de partir sur déjà des archétypes de personnages un petit peu différents de ce qu'on voit sur Perséphone et Hadès, notamment sur le fait que Perséphone, moi dans ma version, elle est plutôt assez grande gueule en vrai, assez vindicative. Faut pas oublier que c'est quand même une déesse assez impitoyable dans les mythes. Et Hadès est plus un comptable au bord du burn-out que le côté froid et ténébreux qu'on lui connaît dans les adaptations modernes. Ou le côté hyper tchatcheur, enflammé qu'on peut voir dans la version Disney par exemple. Là c'est vraiment un gars qui essaie juste de faire son travail et qui est un peu sous l'eau parce que clairement il est pas forcément fait pour prendre des décisions. Et donc la rencontre entre Perséphone et Hadès va aussi être platonique. Ils vont pas être, ça va pas être une romance.
C'est plus une relation platonique assez forte, où ils vont se rendre compte qu'ils se complètent parfaitement et que les deux vont réussir quelque part à évoluer en s'aidant mutuellement, quoi. Donc ça c'était pour l'idée de base. Et donc j'ai écrit le texte. Alors j'ai pas eu de difficulté à écrire le texte du tout parce que j'écris assez vite, honnêtement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire une structure des scènes pour les donner à Katia et lui dire où je voulais les chansons et ce que je voulais qu'elle raconte, parce que du coup c'est aussi la première fois moi que j'écrivais à deux, notamment écrire avec quelqu'un qui compose des chansons. C'était la première fois que je faisais cet exercice-là. Donc c'est comme ça que je m'y suis prise, pour qu'elle commence quand même aussi à écrire, à réfléchir aux chansons avant que la pièce soit écrite, quoi. Je me suis fixé des deadlines parce que, étant quelqu'un qui s'éparpille beaucoup, si jamais je n'ai pas de deadline, c'est mort. Et je pense aussi ça, si jamais vous êtes comme moi, vous êtes du genre à vous éparpiller et à manquer beaucoup de discipline personnelle, essayez de travailler avec quelqu'un, de pas travailler seul, d'avoir une co-metteuse en scène ou un co-metteur en scène, compositeur, compositrice, en tout cas quelqu'un avec lequel vous pouvez rendre des comptes, voilà, que si jamais c'est pas fait à temps et c'est pas que vous n'êtes pas votre seule contrainte entre guillemets. Donc voilà, j'ai écrit la pièce à peu près en 1 mois. Je l'ai fait relire aussi à des personnes de confiance et des personnes qui s'y connaissent. Alors j'ai fait relire à mes 2 amies qui sont éditrices et j'ai fait relire aussi à ma mère qui est pas du tout dans le délire mythologie, pièce de théâtre, comédie musicale, pour avoir vraiment des retours déjà de personnes qui s'y connaissent en histoire et en structure narrative, dont mes amis dans l'édition, et à une personne, donc ma mère, qui est très extérieure à tout ça, pour voir jamais l'histoire tient debout en dehors du public cible. Et ça aussi c'est un truc que je vous conseille, de prendre les retours qu'on vous donne, surtout si jamais les retours sont les mêmes. De ne pas rester psychorigide sur votre texte. Alors bien sûr, en fait, il faut faire la part des choses entre les choses qui sont non négociables, parce que c'est vraiment des choses que vous voulez mettre dans vos textes, et des retours qui sont oui c'est vrai que là il y a un trou scénaristique, ah oui là c'est vrai que ça manque un peu de dynamisme, voilà. C'est pas mal quand même d'en discuter et de pas rester coûte que coûte figé sur ce que vous avez écrit, parce que le fait est que jamais vous avez fait relire votre pièce à des gens, c'est pas pour rien, et c'est bien d'en faire confiance. Voilà. Une fois qu'on avait la pièce, et après vient la partie un peu administrative, il faut monter une association. Il y a beaucoup de gens moi qui m'ont dit que c'était méga chiant à faire, alors que pas du tout. J'ai trouvé que c'était assez facile. Alors peut-être que j'ai eu de la chance, je sais pas. Mais sincèrement, en une soirée, je l'avais fait. Et 2 semaines après, j'avais le truc validé de la préfecture de je sais pas trop quoi pour dire que l'association était montée. Et un truc à savoir aussi, par contre, à savoir dès maintenant, c'est que si jamais tu es dans le bureau, donc que toi-même tu es président ou secrétaire, tu ne pourras pas te verser un salaire d'intermittent, un cachet d'intermittent. Tu pourras te verser un salaire, par exemple, de prestataire ou genre une facture si jamais tu es en auto-entrepreneur, mais tu pourras pas te payer en intermittence. Voilà, je sais pas pourquoi. Aussi, en même temps que tu crées l'association, crée-toi un compte en banque, parce que tu verras que quand tu as de l'argent qui va rentrer, il faut que tu sépares absolument ton personnel de ton professionnel, et que ça fait aussi entre guillemets plus pro quand tu vas approcher, je sais pas moi, des structures pour des pièces, pour des répètes, pour des machins. Des fois, ils te demandent d'avoir ton compte en banque vraiment à ton association et pas à ton nom à toi. C'est même pas des fois, c'est tout le temps d'ailleurs. Donc de prendre ton compte en banque avec une assurance aussi, qui va avec l'association du coup, parce que pareil, si jamais tu soumets des fois ta pièce à des appels à projets ou des trucs comme ça, parfois ils te demandent l'assurance. Donc association, compte en banque, assurance, ok ? C'est pas si compliqué que ça. Je te jure que moi je déteste l'administration, c'est pas si compliqué, ok ? Ensuite, une fois que tu as la pièce et la structure, il va falloir lancer le casting. Donc le casting, moi j'ai trouvé que c'est la partie plutôt fun en vrai. Il y a beaucoup de sites de casting, de groupes Facebook, de machin, pour que tu postes ton annonce. Poste l'annonce la plus précise possible. Mets le plus d'informations possible dans ton annonce. Rends-la attractive aussi, d'accord ? Essaye de pas passer par ChatGPT. Rédige-la avec tes mots à toi, ce que tu cherches et tout ça. Parce que le fait est que, en fait, c'est comme une offre d'emploi. C'est que il faut que les gens aient envie aussi de bosser entre guillemets avec toi. Donc c'est bien d'avoir une annonce qui donne envie et qui dévoile aussi un peu de ta personnalité artistique. Moi, je te dirais ça, c'est un conseil personnel. Dans ce que tu vas leur demander de te transmettre dans la lettre de motivation, dans le mail qu'ils vont t'envoyer, le mail de candidature qu'ils vont t'envoyer, ne t'attends pas à ce qu'ils investissent trop de temps dans cette candidature, dans le sens où ça reste pour un projet bénévole. Et que là, ils sont même pas au stade d'être pris au casting, c'est vraiment juste envoyer ta lettre ta candidature. Moi je trouve que c'est un peu un manque de respect de s'attendre à ce que des gens passent 6 heures à prendre un texte et à faire une vidéo, un clip vidéo, je sais pas trop quoi, pour une candidature bénévole. Ça c'est moi, c'est personnel, d'accord ? Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas d'accord là-dessus.
fait simple. Donc CV, photo et bande démo ou vidéo de présentation si jamais ils n'ont pas de bande démo. Peut-être en leur demandant une vidéo de présentation qui colle un peu dans la vibe du personnage pour lequel ils veulent postuler, quoi. Et si jamais c'est une comédie musicale, forcément une petite démo chant, et c'est tout. Pas besoin, leur demande pas d'apprendre un texte de 30 lignes, un monologue ou je sais pas trop quoi, parce que ils ont pas le temps en fait, quoi. Ne leur communique pas tout de suite aussi le texte de la pièce, pas dès la candidature en gros, et ça tu le feras quand tu répondras aux personnes que tu vas voir au casting. Aussi, au niveau des candidatures, ne t'inquiète pas, les gens vont répondre. Vraiment, s'il y a un truc que j'ai appris et que je sais, les comédiens, ils ont faim, ils veulent participer à des projets comme ça, même si c'est pas rémunéré. Donc n'aie pas peur, les gens vont répondre aux candidatures, ok ? Donc ça veut dire que ne te précipite pas dans le fait de répondre aux gens. Parce que moi, c'est un peu l'erreur que j'ai faite, vu que j'avais peur que les gens répondent pas. Du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui m'envoie une candidature, je répondais. Sauf qu'au final, quand tu loueras ta salle pour le jour du casting physique, tu seras peut-être limité dans le temps et peut-être que tu vas regretter d'avoir dit oui à des gens qui, au final, collaient moins que d'autres personnes. Tu vois, que tu peux pas prendre parce que t'as plus de place dans tes créneaux, tout simplement. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est même dans ton annonce de casting, de mettre une date limite de dépôt, mettons 2 semaines après le lancement de la candidature, je dis n'importe quoi, et toi-même, tu ne regardes pas tes candidatures avant cette date limite. Et c'est une fois la date limite que tu ne prends plus personne, sauf évidemment, jamais tu tombes sur la perle rare, bien sûr, tu prends plus personne, et à partir de là, c'est là que tu vas répondre aux gens en leur disant, ok, t'es pris, t'es pas pris, t'es machin, tout ça. Les gens à qui tu vas répondre, du coup, un truc positif, tu peux leur envoyer déjà un extrait du texte, mais alors attention, avant de leur envoyer un extrait du texte, fais protéger ton texte à la SACD. En gros, c'est tu payes 15 €, un truc comme ça, 20 €, je sais plus, t'envoies ton texte et ton texte est copyrighté, d'accord ? Donc parce qu'on ne sait jamais, ce qui peut se passer. Donc une fois que du coup t'as fait ton annonce dans les castings, ah oui, dans ton annonce aussi, si jamais tu sais déjà quand est-ce qu'auront lieu les répètes, mets-le. Mais aussi où ça se passe. N'oublie pas, genre région parisienne, mais c'est rémunéré ou pas, voilà, ce genre d'informations-là, c'est bon à savoir. Mais aussi à peu près quand est-ce que tu voudrais que la pièce soit jouée, pas une date précise évidemment, mais tu peux dire voilà, on aimerait jouer d'ici 1 an par exemple, bon voilà. Mais le plus d'informations possible pour pas que les gens perdent leur temps sur des offres qui leur conviennent pas, que t'aies pas des candidatures de gens qui viennent de Bordeaux, jamais été à Paris, ou de personnes qui je sais pas, qui sont pas disponibles la période où t'as prévu de faire la pièce, voilà. Ok, ça c'est même une question entre guillemets, encore une fois, de respect mutuel, que toi tu perds pas ton temps avec des personnes qui correspondent pas et que les gens ne perdent pas leur temps avec un projet qui leur correspond pas. Ok ? Pour le jour du casting, donc c'est là qu'il va falloir que tu trouves un lieu pour le casting. Tu peux faire ça chez toi, même si ça fait pas forcément très pro, mais bon, ça peut toujours, si jamais vraiment t'as pas 1 centime à mettre là-dedans, tu peux faire ça chez toi. Tu peux faire ça dans des théâtres. Il y a beaucoup notamment si jamais tu as déjà, par exemple, le théâtre dans lequel tu vas jouer, ce qui est possible et ce qui est même bien, si jamais tu mets dans ton annonce directement que tu sais déjà dans quel théâtre tu vas jouer. Donc si tu sais déjà le théâtre, tu peux voir avec le théâtre dans lequel tu vas jouer, jamais ils peuvent te louer une salle ou quoi, un truc pour le casting. Sinon, tu as aussi beaucoup de centres associatifs dans les villes, genre des centres associatifs, des centres culturels dans ta ville, tu peux peut-être te rapprocher de ça. Sinon, tu as aussi les écoles de théâtre, de cinéma, tout ça, si jamais toi t'es dans une école ou que tu connais quelqu'un qui est dans une école, tu peux peut-être voir avec l'école ou même négocier directement avec l'école pour voir si jamais ils peuvent pas te prêter des locaux pour un week-end, quoi. Ou sinon, après, ça va être louer une salle de répète dans Paris, mais bon, là, ça peut coûter tout de suite un petit peu plus cher, surtout si jamais c'est pour une journée entière. Donc, le jour du casting, fais-toi un planning strict pour pas dépasser l'horaire que la salle te demande, pour pas payer plus, tout simplement, et pour être sûr que tout le monde puisse bien passer. Ça serait con que tu prennes du retard et que du coup la salle se ferme et que tu peux pas faire passer les 2 dernières personnes, quoi, tu vois. Ne prévois pas un morceau de texte trop long, parce que déjà t'auras pas le temps et que généralement c'est pas nécessaire, parce que tu vas voir que tu vas très vite capter qui convient et qui convient pas. Moi aussi, je te déconseille, après ça c'est personnel, je te déconseille de faire passer, si jamais c'est un dialogue entre 2 personnes, de faire passer 2 acteurs en même temps. Parce que du coup, eux ils vont être un peu déstabilisés, parce qu'ils se connaissent pas, parce que c'est peut-être pas comme ça qu'ils ont appris le texte, et tu risques peut-être de passer à côté d'un comédien ou d'une comédienne qui correspondrait vraiment à ton rôle juste parce qu'il a pas su gérer de donner la réplique à quelqu'un qui connaît pas en fait. Si jamais t'es là, oui mais moi je veux voir de l'alchimie entre 2 personnes, oui mais t'auras le temps de la voir cette alchimie quand les gens se connaîtront, d'accord ? Et je pense que c'est aussi à toi, en vrai, en tant que casteur dans ce rôle-là, à ce moment-là, de ressentir aussi si les gens que tu vas prendre vont s'entendre entre eux. Quand tu réunis une troupe, de voir si jamais tu te projettes avec ces personnes-là. Est-ce que tu penses que tu t'entendras bien avec ? Est-ce que tu penses qu'eux-mêmes vont bien s'entendre ensemble ?
c'est un facteur aussi. Parce que c'est important qu'il y ait une bonne dynamique de troupe, c'est important que tu sois bien, tout simplement, dans ce projet, avec des gens avec lesquels tu as envie d'avancer, parce que tu vas les voir souvent, quand même. Donc, je dis pas que c'est peut-être le truc déterminant, parce que bon, c'est quand même dommage, des fois, de passer à côté d'un super talent, si jamais y a quelqu'un qui sort clairement du lot. Mais à 2 personnes égales, c'est peut-être ça qui va aussi faire la différence, quoi. C'est à savoir si jamais tu t'entendrais peut-être mieux avec une personne qu'une autre, tout simplement. Voilà. Ensuite, en parallèle de tout ça, le casting, le machin et tout ça, lance la com digitale. La communication, c'est le truc le plus important, d'accord ? Parce que tu peux faire la meilleure pièce de l'univers, si personne la connaît, personne n'ira la voir. Et ça, c'est un truc je trouve que les artistes des fois ont un peu du mal. Bien entendu qu'il faut que ta pièce soit de qualité. Je suis pas en train de dire que tu fais un truc médiocre et vends-la bien, d'accord ? Parce que l'idée c'est pas d'arnaquer les gens. Mais la com c'est très important. L'image que tu vas envoyer de la pièce est très importante. Donc ne néglige surtout pas ce paramètre-là. Et si jamais tu ne t'y connais pas en com, ce qui est complètement ok, parce que c'est pas ton métier, c'est pas si t'es acteur, t'es comédien, t'es auteur, t'es pas communicant digital, t'es pas community manager. Et entoure-toi de personnes qui savent le faire. Soit toi, tu prends le temps d'apprendre un petit peu, jamais tu es déjà sur les réseaux, donc tu connais un peu les codes et tout, tu peux peut-être le faire toi-même, mais si jamais tu te sens pas de le faire parce que c'est pas ton truc, tu connais pas les codes, n'hésite pas à demander à quelqu'un qui s'y connaît ou de t'entourer de quelqu'un qui s'y connaît. Peut-être de lancer un appel à candidature, un casting entre guillemets pour recruter quelqu'un qui s'y connaît en com. Ça j'y reviendrai plus tard, mais ouais, n'hésite pas à demander de l'aide aux gens, hein, vraiment. Tu peux soit tu peux payer un prestataire, jamais tu as du budget là-dedans, et d'ailleurs je te dirais même que si jamais tu as du budget, n'aie pas peur de le mettre sur la com digitale, d'accord ? Donc si jamais tu peux te payer un prestataire, tant mieux. Sinon, sache qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à t'aider de manière bénévole, peut-être des étudiants en école de communication qui ont envie d'avoir une expérience professionnelle dans un contexte un petit peu fun, enfin plus fun que dans une entreprise par exemple. Tu peux aussi des fois lancer des... je sais que dans certaines écoles de communication, ça fait partie du parcours pédagogique des étudiants de travailler pour des professionnels externes, genre c'est comme des sortes de stages, enfin de projets guidés on va dire, qu'ils doivent faire. Donc tu peux peut-être te rapprocher d'écoles de com de manière générale là-dessus, ou simplement demander à des amis, si jamais tu as des amis qui sont très réseaux sociaux, est-ce que tu peuvent t'aider peut-être sur ça, te donner des conseils, enfin voilà. Mais la com commence là le plus vite possible, même si le projet n'existe pas encore, même si les comédiens sont pas encore vraiment assemblés et tout, tu peux parler de tes ressentis, de tes doutes, au contraire partager ton parcours, comme là je suis en train de le faire. Ça mange pas de pain, ça paye pas de mine et ça mange pas de pain, c'est ça l'expression. Et ça t'aidera, quoi qu'il arrive, que les gens commencent à entendre parler de ton projet, quoi. Ensuite, une fois que tu as ton cast, d'accord, et que ton texte est protégé, encore une fois, hein, parce que là tu as sûrement donné le texte aux comédiens qui vont le jouer, donc n'oublie pas de protéger ton texte. Une fois que t'as ton cast, ça va être de trouver des salles de répète. Là, comme les salles de casting, tu peux soit te rapprocher des centres associatifs de ta ville, soit tu peux te rapprocher donc de la MP2A, d'accord, qui est faite pour ça, pour aider les projets artistiques comme ça, indépendants, tout ça, et demander donc des salles de répète, faire une demande de salle de répète, te coûtera 3 € l'heure. Donc franchement, c'est vraiment pas grand chose pour une salle de répète dans Paris, et qui en plus te mettra dans un réseau d'autres personnes créatives et tout ça qui pourront peut-être t'aider aussi de toute manière. Le seul truc à savoir, c'est que les répétitions à la MP2A elles se font par semestre, donc ça veut dire que si jamais par exemple, moi c'est ce qui s'était passé, si jamais ton casting il est prêt en novembre, tu pourras pas commencer à répéter là-bas avant genre janvier. Il faut que la saison se termine. Donc, faut que tu prévois peut-être pendant 2 mois de répéter ailleurs et après donc d'aller répéter à la MP2A. Voilà, moi je te conseille dès que tu lances le casting, en fait, de faire une demande à la MP2A pour avoir les salles de répète le plus tôt possible. Et sinon, écoute, tu peux toujours répéter. Si jamais par exemple vous n'êtes pas nombreux, tu peux répéter chez quelqu'un, chez toi. Moi je sais que l'année dernière, la pièce que j'avais faite, on répétait dans l'appartement de mon pote, parce qu'on était que 4, donc on pouvait répéter dans un appartement tranquille. Voilà, tu vas trouver, hein, tu vas trouver. C'est ce que j'ai tout le temps. Le cerveau humain est très bien fait. Les problèmes, tu trouves des solutions quand ils sont devant. En fait, c'est pas la peine d'angoisser sur des problèmes qui n'existent pas. D'accord ? T'as pas le temps pour ça, je t'assure. Donc, quand le problème vient, tu trouves la solution, tu la trouveras, ne panique pas. D'accord ? Et c'est pour ça, encore une fois, que c'est important aussi d'être entouré, de pas être seul dans ce genre de projet.
Comme ça, les idées viennent et vous pouvez vous rassurer mutuellement aussi, voilà, de pas vriller complètement quand t'as des problèmes qui surviennent. Donc, une fois que tu commences à te lancer un peu dans tes répètes, si ce n'est pas déjà fait, ça va être de trouver un théâtre. Parce que c'est bien de répéter, mais c'est mieux de jouer quand même, d'accord ? Donc pour ça, en gros, quand tu débutes, tu as 2 options, d'accord ? La première, ça va être de faire ce qu'on appelle une co-réalisation. Donc ça veut dire que tu vas aller voir des théâtres et tu vas présenter souvent un petit extrait de la pièce. Et du coup, le théâtre va faire un partenariat en gros avec toi. Donc toi, tu n'auras pas forcément avancé d'argent, mais du coup, le théâtre, pour être remboursé, va prendre 1/3 de tes recettes par rapport aux dates, d'accord ? Donc c'est un peu qui tout double aussi, parce que si jamais tu remplis pas le nombre de places qu'il faut, ça veut dire qu'il va falloir que tu rembourses le théâtre à 1/3 des représentations en gros, quoi. Donc ça c'est bien si jamais justement tu n'as pas de capital de départ, parce que du coup normalement t'as pas trop à débourser, mais du coup t'as moins de flexibilité, t'as moins d'indépendance, tu feras moins de recettes, tu feras même peut-être pas de recettes, surtout jamais t'es plusieurs, parce qu'il va falloir partager les recettes, et t'as aussi le fait que du coup, si jamais tu veux professionnaliser ta pièce après, ça fait un peu moins professionnel, ça fait plus amateur de faire comme ça. Et t'as aussi le fait que très souvent, les théâtres en co-réalisation, ils t'imposent de jouer sur beaucoup de dates. Genre des fois, ça peut être 30 dates, par exemple. Et en fait, quand tu débutes, c'est pas forcément rentable de jouer sur trop de dates parce que tu prends le risque en fait d'éparpiller ton public sur 30 dates. Là où sur 10 dates, peut-être que tu aurais été complet à chaque fois, tu vois. Donc quand t'es pas encore vraiment connu, vaut mieux peut-être faire 10 dates et être sûr de les remplir que d'en faire 30 et d'avoir 3 personnes à chaque fois, tu vois. L'autre option, c'est de faire une location. Donc, c'est-à-dire que tu vas voir un théâtre et tu loues leur salle, tout simplement. Donc, tu payes la location de la salle. Et là, après, tu fais ce que tu veux. Le théâtre ne touche rien. Il a été payé, donc le théâtre ne prend aucun pourcentage. Normalement, il y a des théâtres des fois qui essayent un peu de mais normalement le théâtre ne prend aucun pourcentage et toi après t'as totale liberté avec tout, donc tu as l'intégralité des recettes. Donc évidemment la contrainte c'est que faut que tu avances l'argent, il faut que tu aies l'argent du coup, mais l'avantage c'est que si justement tu réussis à financer tout ça, à avoir les recettes machin, et ça donne beaucoup de crédit à ton projet par rapport à une choréale par exemple, quoi. Donc si jamais après ton objectif c'est de la vendre à des théâtres, à des producteurs et tout, ça donne entre guillemets un peu plus de crédit à ton projet. Mais forcément c'est plus compliqué parce qu'il faut que tu partes avec un certain capital et c'est là pour le coup t'investis littéralement, quoi. Donc si jamais tu payes de ta propre poche, faut que tu sois sûr de ton coup, que tu aies confiance en ton projet, parce que peut-être que tu vas être à perte, tu ne sais pas, peut-être que la pièce ne va pas marcher, peut-être que du coup c'est cool, tu auras fait 8 dates mais après ça va rien donner. Voilà, c'est un peu qui tout double, mais si tu peux le faire, moi je pense que c'est une bonne option. Après, c'est de savoir le nombre de dates que tu fais, parce que moi au départ j'étais partie sur l'idée de faire ce qu'on appelle un showcase, donc une démonstration en gros de la pièce sur une salle de peut-être 200 personnes en 1 ou 2 représentations. Mais c'est vrai que le directeur de théâtre dans lequel je suis m'a conseillé de faire d'abord plusieurs dates dans une plus petite salle moins chère, et après de faire peut-être une grosse date avec un showcase un peu plus grandiloquent pour roder la pièce et de pas tout risquer sur un one shot. Ce qui est pas débile. Donc c'est plutôt ce qu'on a décidé de faire. Pour trouver ta salle de théâtre, y a beaucoup de trucs que tu peux faire, hein. Les choréales, déjà il y en a quand même pas mal des théâtres qui font des choréales. Ça va être de stalker un peu les théâtres, de faire des recherches sur Google, de demander à d'autres personnes qui ont fait des productions indépendantes dans quel théâtre ils se produisent, tu vois. Ça peut être aussi... je sais qu'il y a un truc que j'ai acheté en ligne, là, un répertoire des théâtres parisiens qui te disent un peu ce qu'ils font et tout, et ça va être de les contacter, si t'as déjà des scènes à montrer, tu peux leur envoyer, tu vois, un extrait de la pièce. Ah oui, important aussi de monter ce qu'on appelle un dossier de présentation, un dossier créatif en gros, pour l'envoyer justement au théâtre, pour présenter ta pièce. Alors ça peut être, nous on avait déjà fait un PowerPoint en plus avant, mais un dossier de création ça peut être assez facile à faire, hein, avec Canva et tout ça. Mais qui va présenter la pièce et tout, pour pas juste envoyer un mail et bonjour j'ai écrit une pièce, voilà, que au moins il y a un projet un peu concret, et qui va aussi encore une fois te donner un peu plus de crédibilité, parce que les théâtres vont voir que t'as une approche professionnelle aussi de ce que tu fais, et pas juste j'ai des rêves et beaucoup de poudre aux yeux, tu vois ce que je veux dire, voilà. Parce que en fait le fait est, petite parenthèse, et c'est normal, hein, c'est pas grave, mais il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas du tout de vision un peu orientée business.
Encore une fois, ce qui est normal, mais ça peut rassurer les directeurs, les producteurs, etc., d'être en face d'artistes qui ont cette vision, parce que ils vont peut-être être plus calés, plus dignes de confiance avec un budget, avec un projet à mener, etc., que quelqu'un qui ne fait pas professionnel et qui fait que artistique. Donc si jamais tu n'as pas de capacité, t'as pas les codes professionnels, corporate, machin, parce que t'as jamais foutu les pieds dans une entreprise, parce que t'as pas fait d'études du tout là-dedans, etc. Là c'est pareil, ça peut être pas mal de t'entourer de quelqu'un qui a bossé dans le marketing, qui a déjà fait des PowerPoint, ça ajoutera du crédit, on va dire, à ton projet, quoi. Aussi, donc pour le théâtre, c'est à voir au niveau du nombre de places et au niveau de la taille de la scène en fonction de ton projet. Nous par exemple on fait une comédie musicale à 8, on est 8 comédiens, donc il faut quand même que la scène soit assez grande pour accueillir notre projet, mais il faut pas non plus qu'on prenne une salle trop grande parce que sinon on va pas la remplir et on va être à perte, parce qu'encore une fois on débute, donc faut pas voir trop grand tout de suite. Donc faut que tu trouves un bon équivalent entre une scène suffisamment grande et stylée, entre guillemets, parce que l'idée, encore une fois, jamais tu veux la professionnaliser, c'est que ça fasse bien, que ça fasse stylé, quand même, un minimum. Et un nombre de places qui soit pas trop déconnant par rapport à ton projet et pas trop ambitieux non plus, quoi. Donc ça, c'est un équivalent à trouver, mais bon, ça, tu vas trouver, encore une fois, il n'y a pas de problème. Et aussi, si possible, un théâtre qui soit assez central, qui soit pas à perpète. Je parle pour Paris, par exemple, parce que si jamais tu veux que des producteurs ou des agents viennent voir, forcément ils seront plus à même de venir voir une pièce jouée à Châtelet ou à République que à Montreuil, quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, une fois que tu as tes dates, une fois que tu as vu avec le théâtre et que tu as tes dates, il va falloir que tu fasses ce qu'on appelle une licence d'entrepreneur du spectacle. Parce que si jamais tu prévois de jouer ta pièce plus de 6 fois, il faut que tu aies cette licence. Alors, c'est une procédure administrative exactement comme le truc là pour avoir une association. Donc, c'est chiant, mais rien de dur, rien de compliqué. Seul truc, c'est que pour obtenir cette licence, il faut que quelqu'un du bureau de l'association est un diplôme universitaire. Pourquoi, je sais pas, d'accord, c'est comme ça. Ou alors une expérience de, je sais plus, de 5 ans dans le spectacle vivant, quelque chose comme ça, quoi. Donc, alors diplôme universitaire, ça peut être une licence, c'est pas forcément un master ou un doctorat ou je sais pas trop quoi, et ta licence ou ton master ne doit pas forcément être en lien avec le théâtre. Donc, si tu n'as pas toi-même de diplôme universitaire ou que personne dans le bureau de l'asso n'a de diplôme universitaire, il faut que tu trouves quelqu'un dans ton entourage qui en a un et que tu le mettes dans le bureau de l'asso, en gros, voilà. Mais tu dois du coup avoir cette licence pour diffuser la pièce. Dès que tu as tes dates, dès que tu sais quand est-ce que tu vas jouer, fais-le. Et encore, parce que des fois, il y a des théâtres qui te demandent d'avoir la licence avant de valider ton contrat. Donc des fois, c'est un peu un cercle vicieux parce que pour avoir la licence, il faut que tu aies le théâtre et les dates. Mais pour le théâtre, il faut que tu aies la licence. Voilà. Donc, après, il y a pas mal de théâtres qui sont OK, qui comprennent le délire et qui sont complètement d'accord pour te laisser le temps de faire la demande, quoi. Mais en tout cas, fais pas la demande genre 2 jours avant la première, quoi. C'est tout. Et une fois que tu as tout ça, donc le théâtre, la licence, les répètes, les machins, il va falloir que tu fasses de la com à fond. Comme je t'ai dit, com digital. Alors, ne mise pas trop sur tout ce qui est com physique, genre flyer, affiche, machin, dès le début. Ça sert à rien, d'accord ? Les flyers, honnêtement, ça marche pas de fou. Je pense qu'il vaut mieux mettre des affiches bien placées, ou à la limite des flyers, mais plus comme des affiches, genre des flyers épinglés, tu vois, à des endroits stratégiques, que de distribuer des flyers dans la rue, quoi. Et surtout que du coup tu risques aussi de dépenser de l'argent dans le fait d'acheter des flyers qui vont peut-être pas forcément être rentables. Moi je dirais que c'est vraiment la com digitale qui marche le mieux, surtout si jamais tu es jeune et que tu fais un projet qui va plus parler à un public jeune. Moi je te dirais de vraiment mettre le paquet sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Apparemment YouTube marche bien. Mais en tout cas, ouais, de pas. En fait, tout ce qui va te demander de mettre de l'argent, de ton propre argent, réfléchis bien et demande-toi vraiment si jamais ça va être rentable ou si jamais c'est juste toi qui dit ah, il me faut des flyers, tu vois, voilà. Maintenant que je t'ai dit un peu toutes les étapes, il y a aussi, il y a aussi tout ce qui est lumière, régisseur, tout ça.
Donc ça, en général, quand tu vas au théâtre, le théâtre te propose, si jamais tu veux, un régisseur, de te fournir, entre guillemets, un régisseur. Moi, je serais d'avis que tu acceptes, parce que souvent, c'est un régisseur qui connaît déjà le théâtre, et que très souvent, comme toi-même, tu vas déjà faire partie de ce théâtre-là, le régisseur va forcément être moins cher que si jamais tu prends un régisseur externe. Pour tout ce qui est son, écoute, ça dépend de la taille de la salle. Par exemple, si jamais t'es dans une salle de genre 70 personnes, bon, t'as peut-être pas forcément besoin de prendre des micros. Par contre, jamais la salle a fait 300 places, ça vaut peut-être le coup d'acheter ou de louer des micro-casques là, pour que tout le monde t'entende bien, surtout si jamais tu chantes, pour pas niquer la voix de tes comédiens. Ok, maintenant qu'on a dit tout ça, on va peut-être passer à une partie, je sais pas, de questionnement ou de conseils que je peux t'apporter de manière générale. Alors la première question que tu vas peut-être avoir, c'est au niveau du financement et au niveau de est-ce qu'il te faut de l'argent au début pour faire ce genre de projet. La réponse est oui, il te faudra quand même un peu d'argent pour débuter. Alors bien sûr que tu peux te débrouiller pour réduire considérablement les coûts, mais il y aura forcément un moment donné où il faudra que tu dépenses quelque chose. Que ça soit pour la location des salles, pour les costumes, pour ça peut être aussi pour les castings, bref, il faudra que tu dépenses quelque chose à un moment donné, ça c'est sûr et certain. Après, comment dire, c'est que oui, forcément, plus t'auras d'argent, entre guillemets, de départ, plus ça sera facile. Donc n'ayez pas peur d'aller chercher les aides là où vous pouvez. Notamment, et là c'est mon deuxième point, notamment sur tout ce qui est aide humaine, entre guillemets, ressources humaines. N'hésitez pas de manière générale à demander de l'aide en fait, et à prendre les aides qu'on peut vous apporter. Pareil, si jamais vous avez, ça va vous intéresser pour réduire les coûts de manière générale, si vous avez des proches ou des amis qui savent y faire dans certaines disciplines. Je vous disais par exemple tout à l'heure de bien vous entourer, notamment sur le côté marketing ou le côté, pas marketing, le côté un peu business entre guillemets. Si vous-même vous ne savez pas faire parce que vous êtes un artiste par exemple et que vous avez jamais été dans le milieu corporate, vous avez jamais été en entreprise, vous avez jamais fait d'études particulières là-dedans, peut-être que vous avez, je sais pas, votre sœur qui elle au contraire a fait une école de commerce machin, et peut-être que votre sœur elle peut vous aider sur la partie budget, finance, ou même simplement comment écrire un mail quand vous vous adressez à des producteurs ou des directeurs de théâtre, parce que y a pas tout le monde forcément qui a ces codes-là, enfin voilà. Pareil, si vous avez des amis qui savent coudre pour faire des costumes, si vous avez des amis qui savent faire du montage vidéo, qui savent faire de la com, et si vous n'avez pas du tout ces personnes-là dans votre entourage, n'hésitez pas à lancer une candidature. N'hésitez pas à lancer, comme vous avez fait pour le casting, vous pouvez peut-être lancer un appel à candidature sur LinkedIn, sur Indeed, sur vos réseaux sociaux si jamais vous êtes sur les réseaux. Dire je monte une comédie musicale, je monte un projet artistique, est-ce qu'il y a des gens qui seraient ok pour m'aider, et qu'est-ce que vous pouvez m'apporter, machin, et vous allez voir que les gens vont vous répondre, parce que les gens ils sont contents de participer à un projet comme ça en fait, surtout si jamais vous arrivez vous-même à être très enthousiaste autour du projet. Moi je sais qu'en parlant, je sais pas, par exemple j'ai fait une vidéo où je cherchais quelqu'un pour m'aider pour la com, j'ai des gens qui se sont proposés à moi pour faire du dessin par exemple, ou pour faire de la production, donc des trucs que j'avais même pas forcément envisagé quoi, mais ça peut toujours aider quoi. Donc en fait de manière générale, et ça c'est un truc mais qui est vrai pour tout, dès que vous entreprenez quelque chose, il faut pas hésiter à y aller, il faut pas hésiter à demander, voilà. Je connais beaucoup de gens, et moi j'ai pu l'être aussi un peu plus jeune, d'avoir peur de oui mais j'ose pas, faut pas, en fait faut et c'est pour ça que c'est intéressant ce genre d'expérience, que ça vous permet aussi de vous dépasser. Et c'est pareil aussi, n'hésitez pas à contacter des personnes qui ont été à votre place, genre des personnes qui ont déjà monté un projet de pièce de théâtre ou de comédie musicale en indépendant. En général, ils sont très accessibles. Contactez-les, dites-leur voilà, moi je suis en train de monter un projet, je sais pas trop comment m'y prendre, est-ce que tu as des conseils ? Vous verrez que très souvent les gens sont très bienveillants et très contents de vous aider. Et ça c'est un conseil que je donnerais de manière générale aussi aux artistes. Entourez-vous de personnes qui sont dans la même direction que vous, ou alors qui sont peut-être un pas au-dessus de vous. Parce que, c'est clair que si jamais vous contactez directement des grands réalisateurs, ils vont peut-être pas forcément vous répondre, quoi qu'on sait jamais, mais peut-être que c'est pas eux qui vont vous répondre. Donc, je trouve que c'est bien, de manière générale, de s'entourer soit des personnes qui ont la même vision que vous, soit de demander de l'aide à des personnes qui sont légèrement un pas au-dessus de vous.
parce que eux-mêmes, ils ont toujours un pied un peu dans ces débuts-là, et donc ils vont être très contents de vous soutenir et de vous mentorer. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est votre posture vis-à-vis justement des professionnels. Donc si jamais votre ambition, c'est de professionnaliser ce que vous êtes en train de faire, votre pièce, votre comédie musicale, il y a au bout d'un moment, vous allez devoir contacter du coup des producteurs, des directeurs de théâtre, etc. Alors déjà, premièrement, encore une fois, n'ayez pas peur de le faire, ok ? Vous avez le droit de contacter des producteurs, y a pas de souci. Ayez une posture, encore une fois, très professionnelle. Donc, montez un bon dossier de prod, un bon dossier de création, un bon dossier de presse. Pareil, quand vous devrez contacter la presse aussi, ou des agents ou quoi. Quand vous êtes face à des professionnels, que ce soit des directeurs de théâtre, des producteurs, même d'autres comédiens, d'accord, des comédiens professionnels, gardez en tête que vous êtes leur égal. Vous n'êtes pas en dessous d'eux, entre guillemets, parce que vous débutez. Ce sont vos futurs collègues, ce sont même déjà vos collègues, parce que c'est pas parce que vous ne gagnez pas d'argent dans ce que vous faites là actuellement que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose et que vous n'êtes pas en train de travailler. Et donc à ce titre-là, ne vous mettez pas dans une posture de personne, entre guillemets, inférieure. D'accord ? Alors bien sûr que vous avez tout à apprendre, donc restez ouvert d'esprit et restez ouvert à l'apprentissage, hein. Je suis pas en train de dire que c'est bon, je sais tout, machin, mais dans votre posture, montrez que vous êtes aussi un professionnel. Soyez droit dans vos bottes, soyez fidèle à vos valeurs, à ce que vous voulez véhiculer, respectueux, tout ça. Mais vous n'avez pas à vous sentir, entre guillemets, en dessous, d'accord, juste parce que vous n'êtes pas professionnel alors que la personne d'en face l'est, d'accord. Mais ça le vaut aussi pour si vous êtes comédien, hein. Si jamais vous devez rencontrer d'autres comédiens, mais des comédiens pros, je sais pas, vous rencontrez un grand acteur français, mettez-vous toujours dans cette posture que c'est votre collègue, même si vous avez beau être un petit acteur qui a fait 2 dates, je sais pas, à Bretigny-les-Monts, j'en sais rien, il n'empêche que vous êtes aussi un acteur et que cette personne, même si elle a plus joué que vous et qu'elle est mieux cotée et qu'elle gagne mieux sa vie, c'est votre collègue, vous faites la même profession. Voilà, donc globalement, faites-vous confiance. Faites confiance en votre projet, faites confiance à votre capacité à générer de l'enthousiasme autour de vous. Restez droit dans vos bottes, restez droit dans votre objectif de valeur artistique, que vous faites ça avant tout parce que vous voulez peut-être communiquer quelque chose au monde, parce que vous voulez faire passer un message, que vous voulez juste divertir les gens, parce que vous voulez vous exprimer. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est l'expérience que vous allez en tirer, ce que vous allez peut-être apprendre sur vous-même, les gens que vous allez rencontrer. Je vous souhaite bien entendu que ce projet fleurisse et se fasse produire et acheter tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez comme ambition. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!